Alors, je commencerai par remercier d'abord les participants de Port-au-Prince qu'on n'a pas pu entendre jusqu'ici. Parce que ce serait vraiment malheureux que l'on parle du pays intérieur alors que les gens à l'intérieur n'ont pas l'opportunité de participer au débat. Alors, le projet Renasser, alors j'ai fait exprès de choisir ce titre, comme on peut dire en espagnol que nous allons renaître. Mais en fait, ça correspond à l'abréviation du Réseau national de centres de ressources. On veut que ce soit un réseau de savoir au service de la population d'Haïti. Je vous dirai également que c'est un projet qui est dans l'air depuis une dizaine d'années. Le concept, il est là dans l'air depuis une dizaine d'années. Avec une approbation, que je pourrais dire, unanime de la part du gouvernement. À un moment donné, il y a 10 ans, pour sa réalisation. Mais je suis très persévérant. Je reviens avec 10 ans après. Alors, mon introduction, mon plan s'articule de la manière suivante. Une introduction, je vais aller très rapidement, un bref état des lieux, là aussi je vais aller très rapidement. Je vais exprimer sommairement une vision stratégique, énoncer des objectifs que je n'aurai pas le temps de détailler, et la proposition ainsi que la justification qui l'accompagne. Et je mettrai aussi en évidence quelques points spécifiques qui pourraient conditionner le succès d'un tel projet. Alors, en matière d'introduction, je voudrais mentionner cette idée de John Calvert, un économiste américain, dans son livre « Pour une société meilleure ». Une bonne société doit être fondée sur des valeurs aussi essentielles que l'éducation pour tous, la participation de tous les citoyens à la vie politique nationale. Et depuis le siècle dernier, dans les universités américaines, on indiquait que le développement des pays dépend de 3 facteurs. Un bon système d'éducation, un bon système de transport et un bon système d'administration publique. Donc le secret est dévoilé. Ça fait déjà un bon bout de temps. Malheureusement, dans notre pays, on a encore du mal à découvrir ce secret. Oui. Alors, le bref état des lieux, je vais passer très rapidement dessus, parce que nous l'avons suffisamment fait, notamment avec le comité thématique système éducatif haïtien. Mais j'attirerai votre attention sur les éléments les plus saillants. 500 000 enfants ne peuvent fréquenter un établissement scolaire. Ça, c'était la situation d'avant le 12 janvier. On comprendra qu'après le 12 janvier, la situation s'est considérablement détériorée. Et parmi les 500 000 enfants, il y a à peu près 53-54%, jusqu'à 57% qui sont des filles. Moins de 25% des enfants en âge de scolarisation ont eu accès à l'école primaire dans le milieu rural. Donc il y a un déficit d'accessibilité et de qualité à tous les niveaux d'enseignement. Et j'insiste sur l'accessibilité et la qualité parce qu'au sein du GRAN, c'est notre défi principal. Comment faire pour rendre l'accès équitable à tous. Parce qu'en Haïti, il y a tout, sauf que l'accès est très inégalitaire. Maintenant, comment faire pour donner, pour faire des citoyens égaux entre eux? Alors, je peux vous donner un exemple. Donc, si vous êtes à Port-au-Prince, dans une des meilleures institutions du pays, eh bien, vous allez avoir les meilleurs enseignants. Vous allez être brillant, vous allez être un génie, vous allez avoir une très bonne formation qui vous permet de gagner très bien votre vie. Si vous êtes dans un coin très reculé du pays, et là vous avez accès à des professeurs qui, malgré toute leur bonne foi, n'ont pas la qualité, la compétence qu'il faut pour faire de vous ce citoyen bien formé, avec des chances d'épanouissement personnel et d'insertion dans la société qui seraient à l'égal de ceux auxquels ont accès les citoyens qui vivent à la capitale. Donc voilà une première source d'inégalité dans le pays. Alors ce que l'on voudrait faire par ce projet, je crois fermement dans l'éducation. Je suis un produit de l'éducation. Je suis ce que je suis parce que je suis éduqué, j'ai une bonne éducation. Et je voudrais que tous les citoyens du pays aient accès à cette même qualité d'éducation. Et pour cela, pour avoir cette égalité de chance, qui est un principe de base de la démocratie, il faudrait qu'on puisse prendre les moyens pour donner à tous les citoyens du pays, de quelque endroit qu'ils se trouvent, la possibilité d'avoir accès à cette formation de qualité.
Donc, le dispositif qui est présenté, c'est un dispositif qui sert à assurer cette qualité uniforme d'éducation à la grandeur du pays. Alors, nous avons, je passe sur ce point-là pour respecter l'horaire qui m'a été donné, la vision stratégique. Parmi les questions qui se posent, comment diminuer de façon drastique le taux d'analphabétisme en Haïti dans un espace de temps court? Comment fournir aux communautés locales des moyens de s'informer et de se former? Alors, ce que je propose, c'est la mise en place d'un réseau de savoir à la grandeur du pays pour garantir l'accessibilité non seulement à une infrastructure technologique permettant de supporter la formation et l'éducation dans tous les domaines, mais également permettre de créer ce que nous avons appelé, ce qui est connu dans les pays développés, un réseau de savoir, permettant aux gens de pouvoir apprendre à tout instant. On parle d'apprentissage à vie, donc permettant aux gens de pouvoir apprendre à différents âges de la vie, sachant que les métiers deviennent quelquefois obsolètes, donc il faut réapprendre, donc il faut constamment réapprendre. D'où le projet Buenacer. Les objectifs sont nombreux, je vous en fais grâce, pour promouvoir la mise en place d'infrastructures d'information et de communication bidirectionnelles, dynamiser les milieux de vie tant urbains que ruraux par la fourniture d'infrastructures matérielles et humaines, promouvoir l'intégration des communautés locales aux différents aspects de la vie du pays dans un souci de décentralisation et de renforcement de la cohésion sociale, offrir aux agents éducatifs, aux étudiants et aux élèves l'accès aux ordinateurs et à l'Internet, à des journaux, revues, documents sonores et audiovisuels pouvant leur permettre de s'informer, de se former, de se cultiver. Soutenir la formation et le recyclage des maîtres, formateurs et administrateurs scolaires en réduisant au strict minimum leurs déplacements. Soutenir la formation du formateur et moniteur d'alphabétisation. Supporter des activités de formation continue. Je vous fais grâce des autres objectifs. Maintenant, qu'est-ce qu'on propose pour atteindre ces objectifs? C'est une structure qui est un réseau de savoir, une structure à 3 niveaux hiérarchiques, constituée de centres de ressources multifonctionnels ayant une structure hiérarchisée et couvrant toute l'étendue du territoire. Alors, les 3 niveaux hiérarchiques, vous avez un premier niveau qui est un centre de ressources nationales, que j'appelle CNR, il y en a un, qui pourrait être localisé n'importe où au pays. Ne serait-ce que pour des raisons de décentralisation, je le mettrai ailleurs qu'à Port-au-Prince. Un centre de ressources, bon, il y a des centres de ressources régionaux, il y en aurait 10, un par chef-lieu du département, et un certain nombre de centres de ressources locales qui seraient en quelque sorte des lieux d'accès à ce réseau de savoir, qui seraient éparpillés dans tous les coins du pays, indistinctement, en quantité qui ne serait limitée que par nos moyens matériels, nos moyens financiers. Alors vous avez ici une illustration de ce que devrait être ce réseau de savoir, schématiquement. Donc vous avez au centre un CRN, qui est le centre de ressources nationales. Je le mets au centre, mais ça ne veut pas dire que c'est fait pour être dans la capitale. On a des CRR, des centres de ressources régionaux, donc un par chef-lieu du département. Et au bout, au niveau des feuilles, donc nous avons des centres de ressources locaux. J'en ai prévu à peu près au moins 1 millier à la grandeur du pays. Et ceci jusque dans les casernes. Et tout ce que ça permettait de faire, c'est de relier les Haïtiens entre eux. Mais là où l'accessibilité et l'uniformité dans la qualité intervient, c'est que ce centre de ressources nationales aura pour mandat, un mandat national, de produire du contenu de qualité, avec les meilleurs experts à l'intérieur du pays et dans le monde, de manière à ce que le cours d'histoire qui est donné à Saint-Louis-de-Gonzague, à Saint-Martial, au Collège de France, à Port-au-Prince, soit accessible à la personne qui vit à Bombardier-Police, à l'élève qui vit à la 5e section communale de Jacmel, avec la même qualité. Ça va être une cassette audio, un site web, ça peut être aussi une cassette radio, mais le professeur de base, c'est le meilleur expert au monde ou dans le pays, et qui donne une formation de qualité, mais qui est uniforme à la grandeur du pays. Et là où l'on mettrait à contribution les enseignants du milieu, plutôt que de leur demander, avec les maigres moyens dont ils disposent, d'aller concevoir un cours de grande qualité, ce qui peut être hors de portée pour eux. Donc tout ce qu'on va leur faire, c'est de leur donner une formation pour qu'ils deviennent des tuteurs qui assistent le matériel pédagogique préparé par les meilleurs experts dans le centre de ressources nationales, de manière à ce qu'ils puissent faciliter l'apprentissage aux élèves des localités. Donc c'est un changement de rôle, mais qui les facilite la tâche parce qu'ils n'auront pas à concevoir le contenu, à préparer les devoirs, à préparer les solutions des devoirs.
Alors, pour rester dans l'heure, donc il me reste 2 minutes, j'aurais vous en parler davantage, mais le concept en lui-même dit tout. Et je peux vous dire que c'est un projet qui est écrit de fond en comble. C'est un projet qui fait 67 pages. Je vais passer très rapidement les transparents pour vous montrer le niveau de détail qui est déjà atteint par le programme. Ici, vous avez les ressources humaines que ça prendrait pour faire fonctionner un CRN avec l'estimation du coût récurrent par année de fonctionnement. Ici, vous avez les ressources humaines pour faire fonctionner un centre régional de ressources avec l'estimation annuelle en dollars américains. Ressources humaines pour un centre de ressources locales. Donc là aussi, vous avez une estimation du coût récurrent. Ensuite, vous avez ici les ressources matérielles de divers ordres dont on aurait besoin, donc ces différents appareils. Vous comprendrez que l'objectif, c'est de mutualiser les ressources. Parce que nous ne sommes pas au Canada où les gens, dans une maison, on peut trouver tous ces appareils-là. En Haïti, les gens n'ont même pas de quoi manger. Donc, ne serait-ce que pour se former, ils ne peuvent pas se payer ce luxe d'aller se munir de tel matériel. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de mutualiser. Faire en sorte que dans une localité, dans un casac, on a un lieu qui regroupe tous ces matériels et qui est mis à la disposition des gens, selon des règles à définir, de manière à ce que tout le monde ait accès à cette information. Tout à l'heure, Pierre parlait de l'éducation, de la formation des maîtres. Donc, si on va dans un endroit reculé, on ne doit pas s'attendre à trouver un matériel de pointe pour faciliter cette formation. Donc, ces centres de ressources locaux seraient des lieux disponibles pour faire ce genre de choses. Alors, vous avez ici toutes les considérations en besoin en énergie électrique. L'étude a été faite. Vous avez ici les règles pour la gestion et la maintenance de ce réseau. Donc, il y a déjà un dispositif qui était prévu pour la gestion et la maintenance du réseau. La stratégie de déploiement est également étudiée, un déploiement en 5 phases. 5 phases, j'ai calculé, ça prendrait 10 ans. Ça prendrait 10 ans, en 5 phases de 2 ans pour le faire. Maintenant, si on a les moyens, on peut le faire en 4 ans. Stratégie de déploiement, voilà les 5 phases avec leur coût. L'étude a été faite en 1998. Donc si on multiplie par 2, on était pour 5 millions, ça fait 10 millions de dollars pour réaliser. Alors, quelques points spécifiques qui sont en quelque sorte des hypothèses de réalisation. Un premier, il est supposé que certains matériels seraient reçus en don ou achetés à bas prix. Souvent, on nous donne des ordinateurs, mais on ne sait pas quoi faire avec. On les utilise mal. Lors des différentes phases d'implantation, il est supposé que toutes les zones ciblées sont couvertes par le réseau téléphonique. Alors, je suis assez informé pour savoir qu'il y a un projet de backbone. Tout ce que j'espère, c'est que ça se fasse de la bonne manière. Donc, à un certain niveau, j'ai déjà déployé énormément d'énergie pour que ça se fasse de la bonne manière, étant un spécialiste du domaine. Maintenant, la bataille n'est pas encore gagnée, mais je maintiens le cap. Il faut que ça se fasse de la bonne manière. Autre point spécifique, c'est quelques exemples de projets qu'on pourrait réaliser avec une telle infrastructure. Premier projet, formation d'intervenants en formation à distance. Deuxième, formation des maîtres de l'enseignement fondamental. Troisième, formation des chefs d'établissement d'enseignement fondamental. Quatrième, formation de programmes de formation pour les enfants surâgés. Programme de rattrapage destiné aux enfants du baccalauréat, aux élèves du baccalauréat. 6. Recyclage des inspecteurs du fondamental et du secondaire. 7. Formation des enseignants de l'enseignement secondaire. Formation des chefs d'établissement de l'enseignement secondaire. Formation en gestion des collectivités territoriales. Formation en protection de réhabilitation de l'environnement. Programme radiophonique d'éducation non formelle des femmes haïtiennes, qui pourrait se faire conjointement avec le projet que Pierre a esquissé tout à l'heure. Donc voilà un échantillon de projets qui pourraient être réalisés en mettant à contribution cette infrastructure à couverture nationale. En conclusion, le RENACER pourrait être un projet destiné à supporter la formation à distance en Haïti, réduire le taux d'analphabétisme dans un temps limité, offrir aux populations locales des moyens fiables de communication, d'information et de formation, renforcer le système éducatif haïtien, prodiguer une éducation à la citoyenneté à l'ensemble de la population. On a beaucoup parlé de civisme. Donc voilà un mécanisme qui permettait de le faire. Favoriser l'accès aux services de base. J'insiste sur le mot accès, parce que l'égalité des chances ne peut être garantie que par l'accès et par sa qualité. Donc favoriser l'accès aux services de base, tant en éducation qu'en santé, en environnement, en économie. Bref, ce ne sont là qu'un échantillon de choses que l'on pourrait réaliser avec ce projet. Merci.